Est-ce que vous saviez que pendant plus d'un siècle en France, dire à l'État ce que vous gagnez était considéré comme une atteinte aux libertés fondamentales? Un truc qu'on faisait dans les régimes autoritaires, pas dans la patrie des droits de l'homme. Et pourtant, aujourd'hui, on remplit notre déclaration de revenus tous les ans, avec un soupir résigné, parfois un café, parfois quelque chose de plus fort selon les revenus. C'est devenu aussi banal que de râler contre la météo ou la SNCF. Alors, comment on est passé de plutôt mourir que déclarer mes revenus à ah non, j'ai encore oublié de cocher une case? Eh bien, c'est toute une histoire. Une histoire qui commence avec un meurtre au Figaro, qui continue avec une guerre mondiale, et qui finit avec vous devant votre écran en train de vous demander pourquoi votre voisin paye moins d'impôts que vous alors qu'il a la même bagnole. Aujourd'hui, on va parler de l'impôt sur le revenu. Pas pour vous expliquer comment remplir votre déclaration, il y a le fisc pour ça. Et franchement, leur tuto est bien plus à jour que mon script. Non, on va parler d'où ça vient, de comment ça marche, et surtout des trucs que personne ne vous dit, parce qu'il y en a un paquet. Aujourd'hui, pour nous accompagner, on retrouve notre contribuable de référence, Gwendoline. Cadre dynamique, 2 enfants, un crédit immobilier, une attestation Doctolib qu'elle range un peu trop vite et qui se froisse, et surtout une déclaration de revenus qu'elle remplit chaque année sans trop comprendre ce qu'elle signe. Comme à peu près tout le monde. Bref, Gwendoline sera notre contribuable de référence. Générique. Pour comprendre pourquoi l'impôt sur le revenu a mis si longtemps à arriver en France, il faut savoir un truc. Les Anglais l'avaient déjà depuis 1799. Oui, pendant que Bonaparte se prépare à devenir empereur, William Pitt, Premier ministre britannique, invente l'income tax pour financer la guerre contre la France. Donc le premier impôt sur le revenu moderne a littéralement été créé pour nous casser la gueule. Et pendant ce temps-là, on fait quoi? On a la contribution mobilière, la contribution foncière, la patente et ma préférée, la contribution sur les portes et fenêtres. Oui, on taxait les gens en comptant les ouvertures de leur maison. Ce qui explique au passage pourquoi tant de vieilles bâtisses ont des fenêtres murées. Nos ancêtres faisaient de l'optimisation fiscale au marteau et à la truelle. C'est un peu la SCI de l'époque en moins confort. J'ai fait une vidéo courte sur le sujet, je vous la mets en fiche si c'est possible. Mais demandez aux gens combien ils gagnent, inquisitorial, vexatoire. C'est le mot qui revient en boucle dans les débats parlementaires du 19e siècle. Déclarer ce revenu, c'est une atteinte à la liberté individuelle, c'est un truc de despote. À chaque fois qu'un député propose un impôt sur le revenu, il se fait démolir en commission. Et là, prenez un instant pour apprécier la beauté de la chose. Les députés et les sénateurs qui votaient contre étaient les principaux concernés. C'était des notables, des propriétaires, des bourgeois, bref, des gens qui gagnaient bien leur vie. Et on leur demandait de voter une loi qui allait taxer leur vie. Devinez le résultat. C'est un peu comme demander à un chat de voter pour la castration. C'est démocratique, ok, mais on connaît le résultat à l'avance. Et puis arrive Joseph Caillaux, ministre des Finances, radical, détesté à droite, et porteur du projet d'impôt sur le revenu depuis 1907. Il se bat, il négocie, il transige, le projet traîne au Sénat pendant 7 ans, pendant lequel il se fait renvoyer, amender, vider de sa substance, repris. Et là, attention, anecdote complètement folle, en mars 1914, la femme de Caillaux, Henriette, entre dans les bureaux du Figaro, sort un revolver de son manchon, oui, un revolver dans son manchon, c'était le luxe de l'époque, et tire 6 balles sur le directeur du journal, Gaston Calmette, parce qu'il publiait des attaques contre son mari et menaçait de sortir des lettres d'amour adultères. Elle le tue, sur place. Le procès s'ouvre en juillet 14 et c'est le feuilleton de l'été. 2 semaines plus tard, la guerre éclate. Et là, plus personne n'a le temps de râler. Parce qu'on a d'autres trucs en tête. La loi entre vraiment en vigueur en 1916, en pleine guerre mondiale, parce qu'il faut bien payer les obus. Un obus, ça coûte cher, surtout quand on en tire des millions. Voilà, l'impôt sur le revenu en France, c'est né d'un crime passionnel et d'une guerre mondiale. Si jamais on vous demande pourquoi vous payez des impôts, vous pouvez officiellement répondre à cause d'une histoire de cul en 1914. Et techniquement, vous auriez raison. Bon, maintenant on sait d'où ça vient. Parlons de ce que c'est. Et on va commencer par démolir l'erreur la plus répandue en France. Si je demande à Gwendoline comment se calcule l'impôt sur le revenu, elle va me répondre comme à peu près tout le monde. Tu prends ce que tu gagnes, tu le multiplies par un pourcentage et voilà. Faux, c'est faux, profondément faux, magnifiquement faux. L'impôt sur le revenu fonctionne par tranches. Et pour comprendre ces tranches, oubliez les chiffres 2 secondes et imaginez une baguette de pain. Vous achetez une baguette de pain à la boulangerie. Les 10 premiers centimètres, gratos, cadeau de la maison. Les 20 centimètres suivants, on vous facture 11 centimes du centimètre. Les 30 d'après, 30 centimes et ainsi de suite. Plus vous mangez de la baguette, plus le centimètre suivant coûte cher. Le premier qui dit titre, je le banne. Bref, vous voyez le truc, on paye pas le même prix pour tout le pain. On paye plus cher au fur et à mesure qu'on en mange. L'impôt sur le revenu, c'est exactement ça. Vous avez une première tranche à 0%, jusqu'à environ 11 500 € par an. L'État vous laisse tranquille. Cool. Ensuite, 11% sur la portion suivante, puis 30, puis 41, puis 45 pour les très très hauts revenus.
Et donc, accrochez-vous parce que ça va sauver des dîners de famille. Quand quelqu'un vous dit « je suis dans la tranche à 30%, ça veut pas dire qu'il paye 30% de son revenu en impôts. Ça veut dire que la dernière portion de son revenu est taxée à 30%. Le reste est taxé moins. Son taux moyen réel sera plutôt autour de 12-15%. Donc la prochaine fois qu'à un repas, quelqu'un vous balance l'air grave « si je gagne 100 € de plus, je vais passer dans la tranche supérieure. Je vais perdre de l'argent. » Vous pouvez lui répondre que non, mathématiquement. Non, ça n'existe pas. C'est l'arnaque intellectuelle préférée des Français, juste après « j'ai jamais regardé les anges de la télé-réalité. Je vous le promets. » Ou alors, dans un style plus cahuzac, non, je n'ai pas de compte à l'étranger. Mais ça, chacun choisit. Petite précision rapide, on parle ici de l'impôt sur le revenu uniquement, mais sur la fiche de paye, vous avez aussi la CSG, la CRDS et plein d'autres prélèvements sociaux qui ne fonctionnent pas par tranche. La CSG, par exemple, c'est un taux fixe prélevé directement à la source. Donc quand on parle de pression fiscale d'un Français, l'impôt sur le revenu n'est qu'une partie du gâteau. C'est même pas la plus grosse part, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant, deuxième concept fondamental, le foyer fiscal et le quotient familial. Le foyer fiscal, c'est l'unité qu'utilise l'État pour vous taxer. Et l'État en France considère que vous taxer individuellement, ce serait trop simple. Donc en fait, il regarde votre famille. Gwendoline est mariée et 2 enfants, pour le fisc, elle ne représente pas une personne, elle représente 3 parts. Son mari une part, elle-même une part, et les 2 enfants comptent pour chacun une demi-part. Donc 3 parts au total. L'État prend les revenus du couple, divise par 3, calcule l'impôt sur cette base, puis remultiplie par 3. Résultat, grâce à la progressivité dont je vous parlais tout à l'heure, plus vous avez d'enfants, plus la division avant calcul vous fait économiser. C'est le quotient familial. C'est un truc à peu près unique au monde, très peu de pays font ça, la plupart taxent les individus, point. Nous on a inventé un système où l'État nous récompense fiscalement de faire des enfants. Ce qui est très joli sur le papier, politique nataliste, soutient tout ça, mais qui a un effet pervers. Plus vous gagnez d'argent, plus le quotient familial vous rapporte gros. Un cadre supérieur avec 3 enfants économise beaucoup plus, en valeur absolue, qu'un employé avec 3 enfants. D'où un plafonnement, mais on ne va pas rentrer aujourd'hui dans ce détail-là. On le verra plus tard. Et attendez, ça devient encore plus drôle avec le mariage, parce que en France, 2 personnes qui vivent ensemble peuvent avoir un intérêt fiscal à se marier, ou à ne pas se marier. Ça dépend de l'écart de revenus entre les deux. Si l'un gagne très bien sa vie et l'autre rien, le mariage est rentable. On dilue le revenu dans les 2 parts. Si les 2 gagnent pareil, le mariage ne change rien. Si les 2 gagnent très bien, parfois le mariage coûte plus cher parce que on bascule dans des tranches plus élevées ensemble. Bref, en France, le mariage d'amour et le mariage fiscal sont 2 conversations très différentes. Et un bon notaire ou fiscaliste vous expliquera le deuxième avec beaucoup plus d'enthousiasme que le premier. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on rentre dans la partie qui fait grincer des dents. Les vérités qu'on ne dit pas toujours. Premier truc, seulement environ 45% des foyers fiscaux français payent effectivement l'impôt sur le revenu. Oui, vous avez bien entendu, moins de la moitié. Quand on entend dans le débat public les Français payent trop d'impôts, statistiquement la majorité des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu du tout. Ils payent d'autres choses, TVA, CSG, taxes foncières s'ils sont propriétaires, taxes sur les carburants, taxes sur tout ce que vous voulez, mais pas d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce que la première tranche est à 0%, parce que le quotient familial fait baisser la note, parce qu'il y a des décotes pour les bas revenus, parce qu'il y a tout un tas de réductions et de crédits d'impôt. Du coup, l'impôt sur le revenu en France est un impôt qui est payé essentiellement par les classes moyennes supérieures et les hauts revenus. Ce qui est au fond exactement ce que voulait Caillot en 1914. Il aurait été content. Sa femme moins parce qu'elle était en tôle. Deuxième truc, la déclaration pré-remplie. On a déjà pas mal parlé, mais la France est l'un des rares pays au monde où l'État connaît déjà votre salaire, vu qu'il est déclaré par votre employeur, et qui vous demande quand même de remplir une déclaration pour confirmer ce qu'il sait déjà. C'est très kafkaïen comme système, un bonjour, je sais ce que vous gagnez, mais auriez-vous l'amabilité de me le redire en remplissant ce formulaire ? Ah oui, si vous oubliez une case, on vous met dans la merde. On en parlait dans la dernière vidéo que je vous mets en fiche. Petit voyage aux États-Unis où c'est encore pire. Là-bas, la déclaration est tellement compliquée qu'il existe toute une industrie de logiciels payants pour la remplir. TurboTax, H&R Block, etc. Eh bien, figurez-vous que ces boîtes lobbyent activement le Congrès pour que la déclaration reste compliquée. Parce que si elle devenait simple, leur business s'effondre. Donc, à chaque fois qu'un sénateur propose une simplification, par exemple une déclaration pré-remplie comme en France, l'industrie se mobilise. C'est documenté, c'est public, c'est fascinant. La complexité fiscale comme business model. Le fisc à côté, c'est l'innocence incarnée. Troisième truc, et peut-être le plus politique, les niches fiscales. La France a quelque chose comme 460 niches fiscales recensées. C'est-à-dire 460 dispositifs qui permettent de réduire l'impôt qu'on doit, légalement, sous certaines conditions. Crédit d'impôt pour la transition énergétique, dispositif Pinel pour les mobiliers locatifs, réduction pour emploi à domicile, dons aux assos, investissement dans les PME, FIP, FCPI et j'en passe. Le coût total pour l'État, une centaine de milliards d'euros par an.
soit à peu près l'équivalent de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Mais ce sera l'objet d'une vidéo dédiée parce que les niches fiscales, c'est un terrier de lapin dans lequel on peut se perdre pendant des semaines. Bon, on a vu d'où ça vient, comment ça marche, qu'on vous cache, maintenant parlons du futur, ou plutôt du présent qui change. Le gros changement récent, c'est le prélèvement à la source. Adopté en 2019 après des années de tentatives, tous les gouvernements depuis Rocard ont essayé. Tous se sont cassés les dents, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron finisse par le faire passer. Pourquoi tant de résistance pendant autant de temps ? Officiellement, c'était des questions techniques, la complexité des situations familiales, le rôle des employeurs, la confidentialité des revenus, etc. Tous ces arguments sont vrais. Mais il y a aussi une raison politique plus discrète. Payer l'impôt en différé, ça le rend supportable. Vous payez l'année d'après, vous l'avez en partie oublié, vous avez planqué ça dans un coin de votre cerveau. Quand vous le payez en direct sur votre fiche de paie, chaque mois, vous le voyez. Et un impôt visible, c'est un impôt qu'on supporte moins bien psychologiquement. C'est documenté, étudié et réel. On peut appeler ça l'illusion fiscale. Plus l'impôt est invisible, mieux il passe. Donc en 2019, en passant au prélèvement à la source, on a augmenté la visibilité de l'impôt sur le revenu. Politiquement, c'est risqué, et pourtant, contre toute attente, ça s'est assez bien passé. Les Français se sont habitués, les bugs annoncés n'ont pas eu lieu, l'apocalypse n'a pas eu lieu, et aujourd'hui, on ne reviendrait pas spécialement en arrière. Petite précision, le prélèvement à la source ne change rien au calcul de l'impôt. Vous payez la même chose qu'avant. La seule différence, c'est quand vous payez. Et accessoirement, quand vous changez de situation, perte d'emploi, divorce, naissance, l'ajustement se fait plus vite. Donc c'est un progrès qu'on a mis des années à accepter. Et aujourd'hui, le débat continue, on parle de flat tax, un taux unique pour tout le monde à la place des tranches, on parle de fusionner l'IR et la CSG, d'impôt universel. Chaque réforme a ses partisans et ses détracteurs, chacun avec de bons arguments. Mais une chose est sûre, l'impôt sur le revenu de 2026 ne ressemble plus à celui de 1914, et celui de 2050 ne ressemblera plus à celui d'aujourd'hui. C'est ça le truc avec la fiscalité, ça bouge tout le temps, c'est même probablement le domaine du droit qui change le plus vite, ce qui est génial pour faire des vidéos. Moins génial pour les fiscalistes. Ainsi, Gwendoline et son foyer fiscal nous ont permis de comprendre d'où vient l'impôt sur le revenu, comment il se calcule vraiment, et pourquoi il est plus politique qu'il n'en a l'air. Pour résumer, c'est un impôt né d'un crime passionnel et d'une guerre mondiale, qui fonctionne par tranches, non vous ne perdez pas d'argent en passant par les tranches supérieures, qui n'est payé que par moins de la moitié des Français, qui est truffé de niches que l'État compte parfois sur les doigts de plusieurs mains. J'ai volontairement laissé de côté la question morale. Est-ce que l'impôt est juste ? Est-ce qu'on en paye trop ? Parce que ça, c'est propre à chacun et je vous laisse vous faire votre propre avis dans votre coin. Le petit vestiaire des opinions, tout ça. Mon job, c'est de vous expliquer comment ça marche. Le reste, c'est de la politique et c'est entre vous et l'isoloir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des publications. Pensez à commenter et liker pour que je puisse voir vos retours et améliorer les futures vidéos, mais aussi pour que YouTube puisse remarquer la chaîne. Comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal, la bise.